Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Hazan. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, tu as 34 ans, tu es la cofondatrice de Babbler, qui est une plateforme sociale qui permet de communiquer plus simplement avec les journalistes et d'optimiser les résultats de ses campagnes relations presse. Tout à fait. Depuis 4 ans. Et tu es la maman de Mendel qui a 8 ans et de Ella qui a 5 ans. Exactement. Voilà. Et on va parler de maternité. Donc, on va commencer par la question un peu rituelle du podcast. Je commence toujours par savoir comment tu as appréhendé ton rôle de maman et est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Comment ça s'est passé? Oui, alors ça, je pense que oui, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants depuis très très jeune. J'ai toujours été un peu maternelle, un peu maternante avec mes cousins, cousines, avec les enfants de notre entourage, etc. Donc ça, c'est sûr que j'ai toujours eu cette envie-là. Je pense que je me projetais pas forcément, tu vois, je me disais pas dans quel timing je voulais devenir maman, etc. Mais en tout cas, c'est clair que c'est toujours une envie que j'ai eue. Et du coup, comment ça s'est passé en fait? Donc, t'as rencontré le bon, quoi. Exactement. Et ça s'est concrétisé. En fait, voilà. Je pense que, je m'étais quand même fixé un petit objectif, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai rencontré mon mari, je m'étais dit que j'aimerais être maman de 2 enfants avant 30 ans. D'accord, ah oui, quand même. C'était clair. Ouais. Et comme je me suis mariée jeune à 25 ans, du coup, ça me laissait quand même un peu de temps, quoi. Et après, c'est vrai que c'est plus mon mari qui a poussé un peu les choses pour qu'on accélère sur ce point-là. Moi, j'avoue, j'étais pas forcément prête. Bon, voilà, j'avais envie d'avoir des enfants, mais tu vois, je me suis pas dit, bon, ça y est, c'est maintenant. Donc, du coup, j'avais aucune pression par rapport à ça. Et voilà, j'ai arrêté mon mode de contraception. Et puis, en fait, ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Ouais. Bon, c'est arrivé assez vite, puisque 3 mois après, je suis tombée enceinte. Écoute, j'ai eu une maternité une grossesse, qui s'est très bien passée pour mon fils. J'ai pas du tout de souvenirs, tu vois, j'étais pas ni malade. Bon, j'avais un peu des nausées, des trucs comme ça au départ, mais franchement, en fait, j'étais comme pas enceinte, quoi. Et en plus, je travaillais pas mal déjà, donc j'ai jamais été auto-centrée sur, tu vois, à regarder mon corps changer, à regarder mon ventre, à me poser des questions. En fait, voilà, je vivais comme si j'avais rien de plus ou de moins que d'habitude. Ouais. Et puis en attendant que ça arrive, quoi. Ouais. Donc voilà, après quand ça a commencé à faire 7 mois et demi de grossesse, là je commençais à être vraiment très impatiente. Alors je sais pas si j'étais impatiente de découvrir mon enfant. Oui, forcément, mais j'étais surtout impatiente que ça s'arrête parce que en fait dès que ça commençait à être un peu handicapant, voilà, j'avais envie que ça s'arrête. Donc j'ai accouché en avance avec 3 semaines d'avance pour mon fils. Et voilà, c'était un accouchement qui s'est plutôt bien passé au départ. Après, j'ai eu des petites complications qui ont fait que donc j'ai dû accoucher un peu plus rapidement avec des forceps, etc. Et j'ai eu un petit choc à la naissance de mon fils parce que en fait les forceps ont été mis de travers, donc au lieu qu'il les ait sur les oreilles, il les a eu sur la figure. Et en fait il est sorti défiguré par les forceps, quoi. Et comme personne m'a expliqué que c'était les forceps qui l'avaient défiguré, j'ai pensé que mon fils était défiguré, en fait, tu vois, qu'il avait nature, quoi. Ouais. Et en fait la première image que j'ai eue de lui, c'est ça, quoi. C'était un enfant complètement défiguré. Et j'ai eu un choc et donc j'ai eu beaucoup de mal, à m'approprier mon enfant parce que j'étais en état de choc et je réalisais pas trop ce qui m'arrivait. Et en plus, ce qui était hyper embêtant, c'est que à la fois le personnel médical autour de moi
et mon mari, etc. Enfin, tout le monde faisait comme s'il n'y avait rien, en fait. Donc, j'avais l'impression d'être la seule à me rendre compte qu'il était complètement défiguré. Bon, et très clairement qu'il était horrible. Enfin, tu vois, mais c'est pas, voilà. Et en plus, je pouvais même pas en parler avec quelqu'un puisque tout le monde avait l'air de me dire que tout était normal, quoi. Ouais, c'était tabou, quoi. Voilà. Donc, ça a duré, voilà, les premières heures après sa naissance, où j'étais en état de choc et du coup, je m'exprimais pas du tout, quoi. J'étais, et au bout de 2 heures, quand j'étais en salle de réveil, il y a une sage-femme qui est venue me voir en me disant mais vous avez pas l'air bien, etc. Et je savais pas comment lui dire. En fait, j'avais hyper honte de dire mais mon enfant est horrible, il est complètement défiguré. Je m'attendais pas du tout à ça parce que bien évidemment qu'en fait avec du recul, je m'en fous en fait qu'il soit beau ou moche, c'était pas ça le sujet. Mais c'est juste que je comprenais pas que personne me dise rien, quoi. Oui. Et donc j'ai fini par craquer et mettre à pleurer et dire mais en fait mon enfant est complètement défiguré, il est horrible. Enfin, je suis hyper choquée, etc. Et en fait c'est que 3 heures après qu'elle m'a dit mais pas du tout, c'est juste les forceps et avec 48 heures d'arnica, ce sera passé, quoi. Parce que ça lui avait fait quoi en fait En fait ça lui avait aplati le nez, remonté la bouche, rapproché les yeux. Enfin voilà, on aurait dit qu'il avait à la fois un bec de lièvre, plus le nez écrasé, plus les yeux collés, quoi. Donc c'était quand même, tu vois, c'est dur quand tu commences dans la vie comme ça, quand même. Mais bon, donc c'était un peu compliqué. Et puis en fait, très vite, ça s'est rétabli. D'accord. Mais je pense que je suis restée quand même un peu avec un espèce de, je sais pas, une espèce d'angoisse quand même, qu'il soit malade ou qu'il ait un problème. Ce qui fait qu'après, il m'a fallu quand même longtemps avant de m'approprier mon rôle de mère, quoi. À peu près 1 mois, tu vois. Le premier mois, vraiment, j'étais dans un rôle hyper automatique d'infirmière, quoi. C'est-à-dire que je suivais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Et j'étais assez angoissée parce que je me suis sentie envahie d'une responsabilité immense. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé. Et je me suis sentie devenir adulte d'un coup, quoi. Du jour au lendemain, je me suis dit, mais c'est horrible, en fait. C'est-à-dire que la vie de cet être humain dépend de moi, quoi. Donc, c'est une responsabilité qui est énorme. Et en fait, j'arrivais pas à passer par-dessus ça. Tu vois, pour kiffer juste le moment, quoi. J'arrivais pas, j'étais trop envahie par ce sentiment de responsabilité que j'avais beaucoup de mal, quoi. J'étais vraiment l'infirmière du bébé, quoi. Mais et c'est au bout vraiment d'1 mois, bah tu sais déjà quand le bébé commence à être un peu plus pas autonome, mais c'est déjà un peu moins angoissant, puis toi tu commences à prendre tes marques, etc. Et je me rappelle très bien du jour où je me suis sentie mère, et c'était à peu près 1 mois après, on était chaque fois que je raconte ça, je me dis c'est vraiment pas du tout glamour, mais on était chez Quick en train de manger un burger. Et j'avais mon fils dans les bras et d'un coup, je sais pas, c'est comme si d'un coup j'avais lâché prise et je me suis dit ah là c'est mon fils, c'est à moi, c'est je sais pas, d'un seul coup je me suis sentie envahie d'un sentiment de plénitude, de bien-être et tout ça, et ça a commencé comme ça, quoi. T'as eu un déclic, quoi. J'ai vraiment eu un déclic, quoi. Ah oui, je me rappelle exactement comme c'était hier, quoi. Et du moment et de ce que ça m'a fait, quoi. Donc voilà, et c'était pas simple, mais ça s'est bien terminé, du coup. T'avais quel âge, en fait, quand tu as eu ton fils? J'avais 26 ans, presque 27. Et en fait, je pense que ce qui est un peu dur, c'est que on te répète trop que, en fait, quand ton enfant va te le poser sur le ventre, ça va être le plus beau jour de ta vie, que d'un seul coup, tu vas te sentir mère tout de suite, que ça va être une évidence, etc. Et comme moi, bah, c'était pas du tout ce qui m'était arrivé. Bah, je me sentais un peu coupable parce que j'arrêtais pas de me dire mais il faut absolument que je me mette dans mon rôle de mère, etc. parce que j'en avais complètement conscience, que j'étais complètement à côté, mais j'arrivais pas à le faire, et donc je culpabilisais d'autant plus que les gens autour de moi s'en rendaient compte, tu vois. Enfin, je me rappelle, tu vois, de gens qui me disaient mais sinon t'es quand même contente, tu vois, parce que j'étais tellement, j'avais un espèce de comportement automatique, quoi. Alors il est où le carnet de santé, c'est quoi, il est quelle heure, attention, là c'est l'eau, là c'est le truc, moi là il pleure, j'ai pris la fille, enfin tu vois, j'étais vraiment dans un truc de médecin, quoi. Donc et ça je trouve ça dommage. Je pense qu'on devrait dire plus aux femmes qu'en fait il n'y a pas de règles, quoi. En fait t'as des femmes qui sont effectivement tout de suite envahies de ce sentiment énorme d'affection, d'amour, de plénitude, et il y en a d'autres non, quoi. Et c'est pas pour ça que t'es une moins bonne mère. Il y en a qui ont besoin d'appréhender des choses, et peut-être aussi c'est une nature, tu vois. Tu vois, je suis pas quelqu'un non plus, pourtant je suis hyper expressive, etc., mais je suis pas quelqu'un qui me jette dans les choses comme ça. Je suis toujours quelqu'un qui prend un peu son temps, qui tâte un peu le terrain, qui regarde où elle met les pieds avant de vraiment y aller. Bah tu vois, peut-être qu'en fait la maternité je l'ai gérée de la même manière, quoi. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à appréhender les choses, et après je me suis abandonnée dans l'histoire, quoi. Ouais, bien sûr. Puis surtout quand à ton âge, du coup à 26 ans, t'avais pas forcément j'imagine tu devais pas avoir beaucoup de copines
Non, j'étais la première de toutes mes copines qui avaient des enfants. Du coup, c'est difficile de partager les trucs aussi, quoi. Il y a eu ça, il y a eu donc du coup l'accouchement qui a été un peu un choc. Je pense que ça a joué. Après, j'ai eu aussi après l'accouchement, j'ai eu un problème médical où j'ai failli faire une septicémie aussi. Et ça, c'est un peu glauque, mais je m'en fous, je le raconte toujours parce que je pense qu'il faut que tout le monde le sache. En fait, ils m'ont oublié toutes les compresses en fait à l'intérieur. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais j'ai toujours l'impression que c'est des fausses histoires. Il y en avait 28, hein, donc c'était pas une ou deux compresses qui m'oubliaient, c'est 28 compresses. Et donc littéralement, j'ai failli donc mourir, quoi. Ce qui fait que après l'accouchement aussi, voilà, je suis rentrée chez moi, j'étais très très fatiguée, j'étais malade, j'étais fiévreuse, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à me lever. Enfin donc ça aussi, ça, tu vois, ajouté au côté pas féerique du moment, quoi, que j'étais en train de passer, quoi. Ils s'en sont rendus compte. Enfin, tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps, en fait, de ça? Une semaine après être sortie de la maternité, donc quand même ouais, c'est ça, une semaine. D'accord. Enfin, en fait, 8 jours après la naissance de mon fils, je pouvais plus me lever de mon lit, quoi, du tout. Donc au début, j'étais très mal. Jour après jour, j'étais de plus en plus mal. Mais on disait c'est les hormones. On disait oui, mais de toute façon t'es aussi douillette. Et puis l'accouchement, tu vois, c'est tout un truc. Tu pensais pas que t'allais t'en remettre comme ça, c'est normal, etc. En fait, pas du tout. Non, je m'en suis rendu compte parce que du coup, j'étais vraiment trop mal. Non, mais je disais c'est pas possible. En fait, je prends des antidouleurs toute la journée et je pleure de douleur. Donc à un moment donné, je veux bien être chochotte, mais bon quand même, quoi. Et donc on a appelé la maternité qui a dit non mais c'est pas du tout normal. Et ils ont fait venir une sage-femme et c'est quand elle m'a auscultée. Elle est devenue blême, tu vois. Elle a dit je dois vous annoncer quelque chose, je sais pas trop comment vous le dire, mais en gros là vous êtes en train de faire une infection généralisée, hein, donc il faut. Non, ils ont pas dû m'opérer heureusement. Ils ont pu les retirer sans m'opérer. Et après j'ai dû prendre un espèce d'antibiotique hyper fort. Tu vois, pour enlever, voilà. Puis après, j'ai eu l'angoisse aussi, tu vois. Je me dis, ça se trouve, je vais être stérile. Ça se trouve, ça m'a endommagé. Ben, tu vois, enfin, bon, bref. Tout ça mélangé, ça m'avait pas non plus mis dans des conditions idéales, tu vois, pour gérer le truc, quoi. C'est un événement assez important, en fait, effectivement, dans le départ. Voilà, donc je pense que forcément, ça a joué aussi, quoi. Et du coup, ta deuxième grossesse? Alors, ma deuxième grossesse, c'était vraiment complètement différent. Donc, la grossesse en elle-même, elle s'est moins bien passée, alors pas physiquement, parce que physiquement, de toute façon, moi, mes grossesses, j'ai jamais eu de problème. Donc je l'ai géré, enfin, je l'ai pas géré, en fait, enfin, je l'ai laissé se développer, mais j'ai rien fait de spécial. Par contre, c'était une période où je travaillais énormément, parce qu'on était en train de lancer Babbler. Et du coup, et ça, c'était dur, quoi, parce que, en fait, j'avais une espèce de pression complètement ridicule que je m'étais mis moi-même, qui était de dire, il faut absolument que je prouve que c'est pas parce que je suis enceinte que je vais moins contribuer au projet, c'est pas parce que je suis enceinte que je vais moins travailler. Voilà. Et en fait, on devait lancer Babbler. On a lancé une espèce de bêta-test de Babbler en octobre 2012 et moi, j'ai accouché en novembre, tu vois. Donc, c'est vraiment, on a fait la soirée d'inauguration. J'étais enceinte de presque 8 mois. Les gens pensaient que j'allais accoucher pendant la soirée. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, ça, c'était dur et je m'en voulais. En plus, c'était assez compliqué parce que je m'en voulais. Tu vois, pendant que j'étais enceinte, je me disais, je suis en train de faire vivre quelque chose à mon bébé in utero, hein, bien sûr, mais que lui, il a pas demandé à arriver maintenant. Et là, c'était pas le bon timing, quoi. Et j'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était pas le bon timing. J'aurais jamais dû, parce que j'ai pas choisi, hein, de tomber enceinte tout de suite. Je m'étais juste dit, je vais arrêter la contraception et on verra. Et ça arrivait pile au même moment. Et après, je me disais, faut que j'arrête de dire ça, faut que j'arrête de dire que c'est pas le moment, parce que ça se trouve, après, mon enfant va ressentir que c'est comme s'il était pas voulu, alors que c'est pas du tout qu'il était pas voulu, hein. Vraiment, j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant, puis en plus, c'était bien, ça rentrait dans mon plan aussi de 2 enfants avant 30 ans, etc. Mais c'était un peu schizophrène comme truc, quoi. C'était très compliqué. Et après, quand j'ai accouché, donc l'accouchement s'est passé hyper bien, et là, pour le coup, j'ai pas du tout eu tu vois, je suis tout de suite rentrée dans mon rôle de mère, j'étais tout de suite hyper fan de ma fille, etc. Enfin, voilà, en plus, c'était un truc différent. J'avais déjà un garçon, donc voilà. Si pendant la grossesse, j'étais inquiète de me dire comment mon fils allait réagir aussi. Parce que mon fils, j'avais tellement une relation fusionnelle avec lui que je me disais, oh là là, comment je vais faire pour faire de la place à quelqu'un d'autre sans que lui il souffre. Donc ça, je me posais pas mal cette question-là. Et en fait, finalement, ça c'est pas du tout, ça n'a pas du tout posé de problème. Et chacun a trouvé sa place de manière assez naturelle. Mais par contre, voilà, quoi, j'ai dû reprendre le boulot tout de suite. Au bout de 15 jours, j'ai dû retravailler. Enfin, déjà, je travaillais plus ou moins. Tu vois, je suis sortie de la maternité 2 jours après, je suis retournée au bureau parce que ma fille a un 17 et que le 24, faut faire la TVA et qu'il fallait que j'aille au bureau faire la TVA. Donc c'était un peu glauque. Franchement, c'était glauque. C'était un peu glauque et moi j'étais très mal, je faisais un espèce de baby blues, mais tu vois, pas du tout assumé. Donc quand j'étais au bureau, je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est n'importe quoi, j'ai un bébé qui a 15 jours, qui est avec une nounou, c'est n'importe quoi. Et quand j'étais chez moi, je me disais tout ce travail qu'on a mis en place pour monter cette boîte, et là je suis en train de faire
je suis en train d'être à la maison avec mon bébé et j'abandonne tout le monde. Enfin, c'était hyper compliqué. Au début, en plus, j'ai beaucoup maigri tout de suite. Donc, il y avait aussi la fatigue, pas que physique, mais enfin morale, mais aussi physique. J'étais fatiguée, je perdais mes cheveux. Enfin, bon, bref. Puis ma fille supportait pas le lait. Ils avaient pas trouvé qu'elle était allergique. Donc, en plus, elle était hyper difficile. Elle pleurait beaucoup. Donc, la nuit, je dormais pas. Le matin, j'étais au bureau. Enfin, bon, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Et avec du recul, je me dis, je ne comprends pas pourquoi je me suis imposé un truc comme ça qui m'a franchement traumatisée. Enfin, tu vois, là, je veux plus d'autres enfants. Je pense que je veux plus d'autres enfants parce que, voilà, j'ai une vie qui fait que je trouve que déjà, tu vois, d'en gérer 2, c'est déjà un vrai boulot. Mais aussi, je pense que j'ai été quand même un peu traumatisée, tu vois, du dernier truc. Et après, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, parce que, tu vois, en plus, je travaille avec ma sœur. Je veux dire, elle aurait 1000 fois compris. Même parfois, elle dit, non, mais Sarah, tu vas tomber malade, tu devrais faire attention, etc. Donc, si je lui avais dit, écoute, voilà, je dois prendre un peu de recul, je dois travailler autrement, elle l'aurait compris. Mais vraiment, c'était un truc avec moi-même, quoi. Je sais pas, il fallait que je me prouve un truc ridicule. Enfin, bon, bref. Et au bout de 3-4 mois, j'étais voir ma pédiatre. Et ça aussi, c'était un autre déclic. Et j'étais avec mon mari et on disait qu'on n'en pouvait plus, qu'on comprenait pas pourquoi notre bébé pleurait autant. Et tous les pédiatres me disaient, mais non, mais vous avez eu un premier bébé qui pleure pas. Donc, en fait, c'est juste que vous avez pas l'habitude. Et moi, je disais, mais non, mais ma fille, elle a quelque chose, j'en suis sûre. J'ai changé de pédiatre, j'ai été voir une nouvelle pédiatre qui m'a dit, non, mais là, elle a une œsophagite. En fait, elle a l'œsophage qui est complètement brûlé. Elle est complètement intolérante au lait que vous lui donnez. Donc, il faut absolument tout changer, etc. Bon bref, et puis donc elle a pris un peu, elle a fait la consultation et elle a dit sinon vous ça va, et moi je dis bah oui ça va. Et mon mari faisait des grands gestes en disant non, il savait pas comment le dire devant moi parce qu'il voyait bien que moi je l'assumais pas quoi. Donc et il essayait de lui faire passer un message et donc elle m'a dit non mais j'insiste vraiment, vous êtes sûr que ça va parce que vous avez l'air quand même amaigri, fatigué, etc. Et donc là j'ai fini par craquer, tu vois, mais peut-être j'aurais pas craqué si mon mari avait pas poussé un peu le truc, si elle avait pas. Et elle me dit mais qu'est-ce qui va pas, etc. Donc je lui ai expliqué cette histoire de place quoi. Tu vois, je dis je sais pas, je suis pas à ma place, je suis à ma place nulle part. Je me sens pas une bonne mère, je me sens pas une bonne entrepreneur. Enfin et en fait elle m'a dit mais vous savez, moi j'ai 5 enfants et quand j'ai commencé de travailler. Au début, je donnais mon numéro de portable à mes patientes et quand elles m'appelaient le soir chez moi, je m'enfermais dans une pièce et j'arrêtais pas de dire à mes enfants de se taire parce que voilà, il fallait pas que mes patients sachent que j'étais chez moi comme s'il fallait que je sois toujours disponible, etc. Elle me dit avec le recul, c'est tellement ridicule quoi, parce que les gens qui m'appelaient, c'est des gens qui avaient des enfants et des problèmes avec eux, qui pouvaient 1000 fois comprendre qu'en fait moi aussi j'avais des enfants et que quand je décroche à 21h, bah oui, je suis avec mes enfants en fait. Et elle m'a dit en fait ce que j'ai compris, c'est que ce qui est vraiment important, c'est la qualité du temps qui est passé avec eux. Elle m'a dit, en fait, vos enfants, ils connaissent rien d'autre qu'une mère qui travaille, en fait. Donc, ils peuvent pas, c'est pas comme un enfant qui aurait été avec une mère qui travaille pas et d'un seul coup, la mère se met à travailler ou là, il peut y avoir un changement, mais eux, ils savent pas ce que c'est, en fait, une mère qui travaille pas. Donc, pour eux, c'est normal, y a rien de bizarre. Ce qui est important, c'est que quand vous soyez chez vous, vous soyez à votre place chez vous, que vous soyez bien, et quand vous passez du temps avec eux, même si c'est 1 heure par jour, cette heure-là, elle doit être de qualité, quoi. Et donc arrêtez de vous mettre la pression que vous n'êtes pas assez là, que vous n'êtes pas assez présente, mais dites-vous, voilà, c'est pas grave, en fait, si je suis là 2 heures, les 2 heures, c'est à fond, et donc ça, j'ai commencé à l'intégrer, et après, ça a été beaucoup mieux, quoi. Après, j'ai commencé à trouver mon équilibre, donc quand je rentrais chez moi, je mettais mon portable en silencieux, jusqu'à ce que je les couche, etc. Et une fois qu'ils étaient couchés, si j'avais des appels à faire ou des mails à faire, je me remettais au boulot, tu vois. J'ai vraiment travaillé sur ce côté qualitatif des choses. Elle avait quel âge ta fille quand t'as eu cet échange avec la pédiatre? Elle avait 4-5 mois, quoi. 4-5 mois, ouais. Donc t'as tenu quand même 4-5 mois difficile, quoi, on va dire. Ouais, en fait, toute la première année, elle était difficile. Ouais. Tu vois, et après la première année, on a commencé à rentrer dans un sorte d'équilibre qu'on a réussi à mettre en place, une organisation qu'on a réussi à mettre en place, où après ça allait beaucoup mieux, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça a été c'était un peu compliqué, et puis après j'ai aussi eu la phase d'après où j'ai surcompensé. Donc en fait, quand j'étais là, il fallait que ce soit le Club Med, tu vois. Donc j'organisais n'importe quoi, j'organisais des activités tout le temps, tous les week-ends, tu vois, depuis le mercredi, je me disais bah attends, qu'est-ce qu'on va faire samedi? Je regardais toutes les expos, les trucs, enfin, tu vois, je m'arrêtais jamais, quoi. Ouais. Parce qu'il fallait que je surcompense, que le temps qui passait avec moi, ce soit que du kiff, que des trucs géniaux, pour qu'ils aient leur dose pour toute la semaine. Donc en fait, du coup, moi j'étais tout le temps crevée parce qu'en fait, la semaine je bossais, le week-end j'étais en mode animatrice, machin, donc c'était les ateliers, les trucs, je courais partout, etc. Et au bout d'un moment, mon mari m'a dit, mais en fait, on peut pas juste rien faire, quoi. Tu vois, on peut pas juste rester chez nous, tu vois, faire de la pâte à modeler, regarder un film, faire rien, tu vois. On n'est pas obligé d'être dans des activités tout le temps, quoi. Donc ça aussi, ça a été une deuxième phase où en fait, j'ai compris que mes enfants, en fait, ils aimaient aussi être juste à la maison, pas forcément un truc organisé. Parce que même ça, tu vois, j'avais du mal à lâcher prise sur ça, tu vois. Je me disais, même le rien, il doit être organisé, quoi.
Donc rien faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on reste traîner à la maison, faut quand même qu'ils mangent, faut quand même qu'ils tu vois sûr, donc il faut que tu fais pas rien, donc il faut quand même t'organiser un minimum. Ouais, c'est sûr. Donc voilà quoi. Donc il m'a fallu quand même du temps, tu vois, avant de trouver vraiment le parfait truc, de pas surcompenser et voilà quoi. Et comment en fait t'as trouvé ta place dans cette organisation et celle de ton mari aussi? Enfin, comment vous répartissez les choses? Parce que du coup Ouais, en fait, on a tous les deux des emplois du temps un peu compliqués. Il travaille beaucoup aussi, ton mari? Ouais, il travaille aussi beaucoup. Donc, du coup, on s'est organisé. Lui, en fait, il a un restaurant. Donc, parfois, il doit faire la fermeture du restaurant le soir. Donc, il rentre à 00:30. Donc, on s'est organisé pour que ça n'arrive pas plus que 2 fois par semaine. D'accord. Après, exceptionnellement, ça peut être plus. Mais de manière générale, c'est plutôt 2-3 fois par semaine max. Et dans ce cas, les soirs où lui, il est pas là, moi, je dois être à la maison à 19h. Et dans ce cas, en général, je m'occupe des enfants. Et après, une fois qu'ils sont couchés, je finis ma journée, quoi, en fait. Et puis les jours où lui est là, du coup moi je peux rentrer plus tard. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'en fait on n'est pas beaucoup les 4 ensemble. Mais par contre le week-end le week-end on est tout le temps avec eux, on fait plein de trucs à partir du vendredi soir, parfois même le jeudi soir on se fait des dîners tous les 4, etc. Avant je travaillais le week-end, maintenant moi exceptionnellement si j'ai un gros dossier ou j'ai une urgence, mais sinon je m'organise pour pas avoir à travailler le week-end, quoi. D'accord. Et le week-end je m'occupe vraiment que d'eux. Ok. Voilà quoi. Et après en fait en semaine, moi c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, l'organisation, parce que je trouve que effectivement, j'en discute avec beaucoup de femmes dans le podcast et je le vis moi aussi. En fait au quotidien, comment tu t'organises? De toute façon là ils vont tous les deux à l'école maintenant. Ouais, mais en fait tout est hyper millimétré. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait le soir avant de me coucher, je prépare les tenues et les cartables. D'accord. Le matin, je me réveille tous les jours à la même heure, donc c'est 7h15. Et je les réveille, je leur donne le petit déjeuner, etc. Je les habille. Ouais. Et ensuite c'est mon mari qui prend le relais, qui les dépose à l'école. Comme ça moi je finis de me préparer pour aller bosser. Et ensuite on a une nounou qui les récupère à la fin de la journée, qui les garde, donc pour le coup qui les douche, qui les met en pyjama, etc. Jusqu'à ce que nous on arrive à 19h et qu'on prenne le relais, quoi. D'accord. Mais de toute façon c'est organisé au millimètre, quoi. Ouais. Et les vacances scolaires c'est organisé hyper longtemps à l'avance. Soit ils sont chez mes parents, soit ils sont au centre aéré, soit je les ai inscrits à un stage, une activité, un truc. Ouais. Mais en tout cas, tu peux pas vraiment laisser place au hasard, quoi. Ouais, c'est très organisé. Et tu vois très bien que quand t'as oublié de préparer les affaires la veille, que le lendemain matin, à 10 minutes près, t'es en train de tout foirer. Et du coup, tu speeds tout le monde, alors qu'ils ont rien demandé, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, maintenant, ils sont un peu plus grands, donc là, on a décidé qu'on allait leur mettre à la rentrée un petit réveil matin dans leur chambre. Ouais. Comme ça, ils peuvent se réveiller eux-mêmes, ils peuvent commencer à se préparer. Enfin, tu vois, ils sont plus autonomes maintenant, quand même. Oui, j'imagine que cette organisation, t'as réussi à la mettre en place à partir du moment où ils ont été quand même... quand ils ont commencé à rentrer à l'école, c'était quand même beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Et donc, un autre type de question, c'est comment est-ce que la maternité a changé ton rapport à la vie? Est-ce que tu vois la vie différemment depuis que t'es devenue maman? Ou ça c'est sûr. Ça c'est sûr, en fait, de plusieurs manières, déjà, en fait, ça te permet de relativiser tout, quoi. Parce que, en fait, tu te dis finalement, tout ce qu'il y a à côté, c'est toujours moins important. Alors, même si, dans ton quotidien, ça peut ne pas se voir. Tu vois, parce que moi, par exemple, j'ai des priorités de boulot, etc. Je vais pas tout arrêter s'il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, s'il se passe quelque chose de grave, oui. Mais je veux dire, tu vois, je suis pas ce genre de maman non plus qui va dire, mon fils a un peu de fièvre, donc du coup, je travaille pas pendant 2 jours. Mon fils, il a un peu de fièvre, j'emmène chez le médecin, il prend du Doliprane. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, s'il faut le veiller toute la nuit, je le veillerai toute la nuit, mais c'est pas pour ça que j'irai pas bosser le lendemain matin. Enfin, je suis pas de ce genre de personne. Mais, par contre, c'est sûr que c'est ma priorité et c'est mon équilibre, il est clairement dans ma famille, quoi. Donc ça t'aide, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, demain, si tout s'arrête, c'est-à-dire que si je perdais mon job, si j'avais n'importe quel problème, etc., j'ai ça, et ça, c'est toute ma vie, en fait, finalement. Donc, tu relativises beaucoup plus, tu dis que finalement il y a des trucs tellement plus graves que tu vois, nos problèmes du quotidien pour lesquels on s'emmerde. Et puis après, je pense que ça m'a appris, alors déjà j'ai beaucoup grandi avec mes enfants parce que c'est beaucoup d'introspection, tu sais, quand en fait tes enfants c'est quand même un peu ton miroir, hein, donc tu les vois, parfois ça fait un peu peur, quoi. Tu les vois reprendre des expressions ou des mimiques ou donc ça t'oblige toi à te remettre en question, etc. Et puis la patience aussi, tu vois. Alors moi je suis pas du tout quelqu'un de patient, donc ça t'oblige à être patient, ça t'oblige à être dans la compréhension, ça t'oblige à voilà. Donc je pense que ça a changé ma vision de la vie et moi en tant que personne, ma façon d'être aussi, tu vois. Et en quoi ça a changé ta façon d'être, tu dirais? Je pense que je me suis un peu calmée, dans le sens où j'étais effectivement un peu impatiente de tout, un peu. Je pense que ça m'a apaisée en fait, le fait d'avoir des enfants. Et aussi, c'est un énorme réconfort. C'est-à-dire que, tu vois, avant, quand tu bosses, t'as des problématiques de boulot et tout, tu rentres chez toi, tu restes, tu te prends la tête, tu réfléchis 1000 fois. Je prenais les choses à cœur, à fond, tu vois. Là, je rentre chez moi, j'ai passé une mauvaise journée,
je suis avec mes enfants, d'un seul coup t'oublies tout. Donc tu relativises, tu te dis non mais attends en fait enfin tu vois c'est pas grave quoi. Donc ça te permet aussi de prendre plus de recul, d'être moins impulsive, d'être moins tu vois dans l'émotion hyper forte. C'est pareil quand t'es avec tes enfants, tu peux pas être hyper émotif quoi. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose, tu peux pas te mettre d'un seul coup à pleurer parce que ça les angoisse, tu peux pas te mettre. Donc t'es obligé aussi d'apprendre à prendre sur toi, même dans tes relations, tu vois, je vois avec mon mari etc. Parfois s'il fait un truc qui me plaît pas ou quoi, je peux pas commencer à m'énerver ou quoi, il y a mes enfants à côté, donc je dois apprendre à me contenir, à attendre que ce soit le bon moment de dire les choses, etc. Et avec eux, c'est pareil, quoi. Quel rapport entretiens-tu avec ton corps de maman? Bah, ça, en fait, alors moi, j'ai pas trop aimé être enceinte. Moi, je trouvais pas que c'était très beau d'être enceinte. Bon, je trouve que c'est beau sur les autres, mais sur moi, j'ai pas trouvé que, voilà. J'ai pas tellement grossi pour mes 2 grossesses. En fait, je pense que j'ai fait en sorte que de retrouver mon corps d'avant très vite quoi. Donc bon, c'était pas très dur dans le sens où j'ai pas pris 25 kilos donc forcément c'est pas non plus très compliqué, mais c'est vrai que par contre voilà, déjà enceinte je faisais un peu attention et après clairement j'ai fait attention à ce que je mangeais, je me suis remise au sport. Donc en fait, j'ai pas l'impression d'avoir un corps de maman dans le sens où j'ai pas un corps qui est abîmé par la grossesse, etc. Comme il y a des femmes qui parfois peuvent, les pauvres, enfin c'est pas évident. J'ai mon corps qui a changé, c'est sûr que j'ai pas mon corps de jeune fille, mais je sais pas, je me le suis un peu approprié. Alors parfois je suis un peu dure avec moi-même aussi, mais maintenant je relativise plus aussi quoi. Je suis un peu dure où je me dis bah oui, j'aimerais bien être plus musclée, j'aimerais bien être plus ceci, plus cela. Avant d'avoir des enfants, j'étais quand même mieux. Mais bon, enfin, je sais pas, je crois que, tu sais, c'est des trucs que je me dis, mais en fait, au final, je fais pas grand chose pour que ça change, quoi. Le seul truc, c'est que je me suis mise au sport. Parce que j'avais pas envie de devenir ramolo. Et en fait, finalement, le sport, ce que ça m'apporte, c'est bien plus que ça, quoi. Donc, finalement, ça me permet surtout de me défouler, etc., et d'être dans un truc tonique. Tu fais quoi comme sport? Je fais du fitness, j'ai un coach qui m'aide parce que ça c'est pareil, j'avais aucune volonté, tu vois, donc c'est voilà, c'était la seule possibilité, c'est vraiment quelqu'un qui vient chez toi et qui t'oblige quoi, sinon j'y arrivais pas quoi. Donc je fais du fitness, je fais un peu de running, voilà quoi. Tu fais ça plusieurs fois par semaine? Bah j'essaye 2 fois par semaine, Et ça c'est le temps que t'arrives à trouver pour toi ou t'arrives à te ménager ça c'est mon temps pour moi, ça, c'est que ça, ou t'arrives à te ménager d'autres moments pour toi de temps en temps? Bah de temps en temps quoi. Mais quand je dis de temps en temps, ça veut dire voilà, un dîner de temps en temps avec des copines ou voilà, une fois de temps en temps bah oui, je vais chez le coiffeur ou je vais aller me faire les ongles ou... mais bon, ça reste forcément, tu vois, hyper occasionnel par rapport à tout le reste quoi. En fait, je pense que j'ai trouvé un truc, c'est-à-dire que dans mon boulot, je suis bien. Enfin, tu vois, je m'entends hyper bien avec les gens avec qui je travaille. Du coup, c'est un plaisir d'aller bosser, même si il y a des hauts et des bas, il y a des moments plus durs que d'autres. Mais tu vois, ça m'apporte aussi un certain équilibre, qui fait que je suis pas en besoin d'avoir absolument du temps que pour moi, quoi. Et mes enfants sont plus grands, donc si j'ai envie de rester dans ma chambre à bouquiner un truc pendant qu'ils font autre chose, je peux le faire, tu vois, ce que je pouvais pas faire avant, quoi. Bien sûr. Donc ça là-dessus, je pense que j'ai trouvé mon équipe. Ça a pas toujours été le cas. C'est pareil, il y a des périodes, il y a des moments aussi où il y a 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas, tu vois, j'avais pas envie d'être chez moi, quoi. Alors, je l'ai compris après, hein. C'est-à-dire quand je suis revenue chez moi. Mais tu vois, je travaillais beaucoup plus tard, j'allais beaucoup plus à des événements de boulot. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais ça, en plus, c'est un engrenage, parce que plus tu commences à faire ça, plus on t'invite, et plus on t'invite, et plus t'es jamais dispo, etc. Et c'était une période où, oui, je pense que j'avais besoin d'un peu plus de fun, quoi. Voilà, j'avais envie un peu, tu vois, de lâcher prise, de me dire, je suis pas qu'une maman, j'ai envie de sortir avec des copines, prendre des verres, faire des événements de boulot, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles personnes. Mais bon, après, il a fallu que je me recadre un peu, que je trouve un équilibre pour que ce soit pas non plus qu'une fois ou 2 par semaine, pour pas que ça impacte non plus le reste, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est parfois difficile quand on devient maman de se ressentir à nouveau femme, en fait. Est-ce que toi, comment ça s'articule ce rôle? T'as réussi à réunir les deux ou est-ce qu'il y a des moments où tu te sens femme et des moments maman? Enfin, voilà, comment ça se passe pour toi? En fait, moi, j'ai pas trop à part ce truc vraiment qui est de la responsabilité d'être parent. J'ai pas, en fait, je suis moi de la même manière, quoi. Que je suis avec mes enfants, avec mes amis, avec mon mari. Il y a pas de moi maman et moi femme. Enfin, tu vois, j'ai pas fait la distinction de ça. Mes enfants, je leur parle comme je te parle. Enfin, je leur raconte ma journée. Parfois, je leur raconte des trucs de boulot. Je suis pas du tout dans un truc comme ça. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que
le fait d'être dans un cadre, parce que c'est un cadre, hein, que tu le veuilles ou non, parce que t'es obligé de suivre un certain cadre pour que tes enfants soient équilibrés, etc. Ça t'enlève toute la partie un peu impro de ta vie, quoi. En fait. De te dire tiens, là je rentre du boulot, j'ai envie de sortir, quoi. Il fait beau, j'ai envie d'être dans une terrasse. Surtout l'été. Voilà, donc là tu vas il faut que si t'as pas prévu d'avoir une nounou, tu peux pas. Si t'as pas prévu la babysitter, tu peux pas d'un seul coup à 19h trouver une babysitter qui va débarquer chez toi. Voilà, tes enfants ils comprennent pas que tu viens de rentrer, d'un seul coup tu pars alors que c'était pas prévu. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que parfois ça t'enlève un peu le côté fun du truc, de ta personnalité. C'est-à-dire qui est lié à l'improvisation des choses, quoi. De te dire allez, soyons un peu fous, on s'en fout, on fait un peu que ce qu'on a envie, quoi. En fait, tu peux plus vraiment le faire. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est comme tout, quoi. Ça se compense un peu, et puis parfois il faut s'autoriser de dire je prends une babysitter en dernière minute, c'était pas prévu, mais c'est pas grave, quoi. En fait là j'ai juste envie de sortir, ou t'appelles ton mec et tu dis écoute, c'est prévu que je rentre dîner avec vous ce soir, mais en fait j'ai pas envie, quoi, ce soir. Ça c'est hyper dur, tu vois, au début de dire en fait j'ai pas trop envie, j'ai envie de faire autre chose, tu vois, parce que quand t'es une mère c'est un peu en fait j'ai pas trop envie d'être avec vous. C'est-à-dire, tu vois, c'est un peu compliqué, là, mais je me rappelle d'un truc, tu vois, qui m'a marqué, et ça a eu du mal à sortir de ma bouche, mais à la fin, en fait, je pense que je suis aussi quelqu'un, tu vois, d'un peu cash, quoi, d'un peu nature. Je suis pas envie de m'emmerder avec, je suis moi-même, quoi, sinon c'est bien trop compliqué, en fait. Déjà, c'est compliqué, donc si en plus je dois faire attention à tout ce que tu dis, mais c'était mon anniversaire, j'ai eu 35 ans, donc au mois d'avril, et mon mari me dit, écoute, ce soir, on va aller dîner, c'était la semaine avant, la semaine prochaine, pour ton anniversaire, on va aller dîner avec les enfants, dans un truc, un resto, machin, etc. Et je t'assure, quand il met ça, je me disais, mais quelle angoisse. Non, mais en vrai, à quel moment j'ai envie de fêter mes 35 ans au resto à Boulogne, à manger une pizza à 19h? Non, mais jamais j'ai envie de faire ça, en fait. Et pendant toute la semaine, je me disais, non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Et en même temps, mes enfants avaient envie de fêter mon anniversaire avec moi, tu vois. Donc, c'est mon anniversaire, ils ont envie d'être là, etc. Et je savais pas comment faire pour dire que, juste pour moi, c'était trop, je trouvais ça glauque, quoi, en fait. Je me disais, attends, ça va, j'ai 35 ans, c'est bon, quoi. J'ai envie de sortir, de me faire un bon resto avec des potes, de faire un truc sympa. J'ai pas du tout envie de manger une pizza à 19h et de regarder l'heure parce que les enfants écolent demain et tu vois, d'amener des crayons de couleur et de pas pouvoir discuter non, mais pas du tout. Hein. Et donc 2 jours avant, j'ai fini par le dire, quoi. Et il me disait oui, alors on allait au resto et tout, et moi je savais pas. Puis à la fin je fais non mais franchement j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Donc je vais pas me forcer, tu vois, à faire semblant de. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime mes enfants et que j'aime passer du temps avec eux, mais vraiment mon anniversaire c'est mes 35 ans, c'est un moment à moi, j'ai pas envie de faire un truc qui me plaît pas, quoi. Donc on a déguisé le truc et j'ai juste dit voilà, en fait le matin de mon anniversaire on va tous se lever plus tôt, on va faire un petit déjeuner tous ensemble, etc. Le week-end on le fêtera ensemble et tout, mais le soir de mon anniversaire je sors avec mon mari et du coup on est sortis, on s'est fait un resto cool, on a retrouvé des potes et je suis rentrée chez moi à 2h du mat et j'étais bien contente de ma soirée et voilà, quoi, tu vois, et c'était sympa. Donc parfois, je pense que c'est un espèce de truc de culpabilité qu'il faut arriver à dépasser. De dire en fait stop, quoi, tu vois. En fait, j'ai déjà assez de contraintes dans ma vie de tous les jours. C'est déjà assez contraignant de devoir gérer mon emploi du temps, celui de mes enfants, de mon mari, mon boulot, mon truc. Donc franchement, si de temps en temps je peux pas kiffer juste parce que j'ai envie, après c'est hyper oppressant, quoi, en fait. Donc ça maintenant, pareil, j'arrête de culpabiliser, quoi. Ouais, t'as réussi à surmonter ce sentiment je me dis maintenant, qui est assez ressenti par tout le monde, en fait. Oui, donc, non, mais tu vois, après, voilà. tu fais une liste, quoi, dans ta tête, quoi. Tu dis, attends, en fait, si je fais le point, là, sur les 3 derniers mois, franchement, voilà, je coche toutes les cases, quoi. Enfin, je suis là le soir, les machins, les week-ends. Moi, je veux dire, ça m'amuse pas forcément d'aller regarder Bisounours au ciné. Enfin, faut se le dire, tu vois. C'est sympa de passer du temps avec tes enfants, mais en vrai, c'est pas un kiff pour moi. Ce que j'aime, c'est de les voir heureux et de les voir passer un bon moment. Donc, je pense que si je coche le nombre de fois où je fais des trucs pour leur faire plaisir, de temps en temps, franchement, ça va, quoi. Je peux aussi, moi... Et parfois, ils me le disent, tu vois. Parfois, ils me disent, ah bon, tu sors, tu vas faire quoi? Et franchement, je leur dis, mais attendez, vous êtes gonflés. Et tous les jours, c'est pour vous, machin. Ça va, je peux aussi, moi, de temps en temps, faire un truc sympa. Tu vois, et après, ils le comprennent, quoi. Ouais, bien sûr. Parfois, je les taquine avec ça, tu vois. Quand maman, c'est quoi le dessert? Ou maman, t'as ramené ça? Et tout, je dis, vous m'avez préparé quoi ce soir à manger? Alors, il me regarde, je dis, vous posez pas la question, vous, de ce que je mange. Ça va, moi, je peux oublier, mais j'ai oublié les petits Suisses, voilà, j'ai oublié. Toi, tous les jours, t'oublies de demander ce que je vais manger. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai oublié un truc. Tu vois, t'es obligé de les faire, relativiser, quoi. Bien sûr. Et aussi, ça, c'était un truc que je m'étais toujours dit, je veux pas être l'esclave de mes enfants. Je veux pas être à leur disposition, dans le sens, tout est dû. En fait, je suis obligée de rien, en vrai. Enfin, la seule chose dont je suis obligée, qui est mon droit mon obligation parentale, c'est de faire en sorte qu'ils grandissent dans des bonnes conditions, qu'ils soient en bonne santé et de prendre soin d'eux. Mais après, tout le reste,
il y a rien je suis pas obligée en fait. Ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Mais et ça c'est hyper important pour moi qu'ils le comprennent. Qu'en fait, je suis pas obligée de faire ça et quand je leur fais des kiffs et que je leur fais des trucs sympas, c'est parce que j'ai envie de leur faire plaisir. Et du coup, c'est sympa aussi que en retour, quand je leur demande un truc pour me faire plaisir, eux aussi ils le fassent quoi. Bien sûr. Parce que c'est du donnant-donnant, tu vois. C'est un échange, c'est clair. Il y a toute une espèce de zone grise en fait où on met le curseur. Enfin, c'est à nous aussi de mettre le curseur effectivement et de. Moi, je trouve ça hyper important que tes enfants ils comprennent que, c'est dans la vie, les relations elles doivent être win-win. Ça doit être juste quoi. Il n'y en a pas un qui doit tout le temps se démener et l'autre être assis sur ses lauriers. Et c'est pareil à la maison pour débarrasser. Maintenant ils débarrassent leur assiette, ils mettent leur assiette. Enfin, je suis pas censée être leur femme de ménage non plus. Donc bien évidemment que la majorité des choses c'est moi qui le fais. Mais tu vois sur des petits trucs où je leur dis par exemple. Quoi. Ouais, le soir, par exemple, tous les soirs, avant de dormir, je leur dis, faut ranger votre chambre avant de dormir. Et maintenant, alors, j'ai trouvé un argument aussi, et qui, je pense, est vrai, ceci dit. Je pense que quand t'as une chambre qui est en bazar, je pense que tu dors mal, en fait. C'est exactement ce que je dis à ma fille tout le temps. Voilà. Donc moi, je leur ai trouvé un truc qui rime très bien. Je leur dis, une chambre en bazar, c'est une chambre où on fait des cauchemars. Donc, si vous voulez bien dormir, vous rangez votre chambre. Et maintenant, ils ont pris ça hyper à cœur. Donc, tu vois, parfois, avant de dormir, il y a 2-3 trucs. Non, mais j'ai pas envie de faire des cauchemars, là, je vais ranger parce qu'on sait jamais. Et maintenant, ils rangent leur chambre. Mais en fait, ça veut juste dire, oui, quand t'as une chambre en ordre, dans ta tête, t'es en ordre, quoi. Donc, tu ranges tes affaires, ou parfois, maman, je peux avoir de l'eau. Je dis, en fait, tu peux aussi te lever, ouvrir le frigo, tu vois. Enfin, toi aussi, t'as 2 bras, toi aussi, tu peux y aller. Donc, je pense que c'est important, tu vois, de les responsabiliser. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question sur la transmission et sur les valeurs que tu veux leur transmettre. Donc, je voulais savoir déjà s'il y a des valeurs essentielles que tu veux transmettre à tes enfants. Et aussi, ce que je trouve intéressant, comme t'as un garçon et une fille, comment tu gères, en fait, la différence entre eux? Et est-ce que tu les élèves différemment ou pas? Enfin, voilà, comment tu ressens ça? Alors sur la transmission, les valeurs qui me tiennent à cœur, c'est surtout la tolérance et l'ouverture d'esprit. C'est hyper important pour moi que mes enfants fassent pas de distinction entre les gens. Enfin, il y a pas des gens qui sont mieux que d'autres, peu importe leur religion, leur classe sociale, etc. Et ça, je fais hyper attention à ce qu'ils soient mélangés, parce que dans leur milieu scolaire, c'est dans une école privée, donc ils sont pas forcément, tu vois, au fait de que tous les enfants vivent pas comme eux. Donc j'essaie de les mélanger avec d'autres enfants, de leur faire prendre conscience que voilà, ils font partie des gens qui ont beaucoup de chance. Donc ça, c'est important. La tolérance, l'ouverture d'esprit, la curiosité aussi. Mais je pense que ce que je leur transmets le plus, c'est en fait que dans la vie, si tu veux quelque chose, faut aller le chercher. Ce que j'aimerais pas, tu vois, c'est que ce soit des enfants un peu pourri gâtés, qui attendent que les choses tombent tout cru. C'est vraiment tout ce que j'aime pas chez les gens, en fait. Et donc ça, c'est important qu'ils aient la notion d'effort, la notion de de se fixer des objectifs, d'arriver à faire des choses, de pas laisser tomber, de croire en eux aussi. Donc moi, je leur donne énormément confiance en eux. Je suis toujours en train de les rassurer sur eux, sur ce qu'ils sont. Tu vois, par exemple, quand ils ont des mauvaises notes à l'école ou quoi, franchement, je les engueule jamais, quoi. Je leur dis, aujourd'hui, c'était moins bien, demain, ce sera mieux. Le principal, c'est que t'abandonnes pas. Si tu fais rien, et que t'as une mauvaise note, en fait, moi, je leur dis, moi, c'est ton problème. Moi, c'est ta vie, en fait. Moi, ma vie, déjà, je l'ai déjà faite, j'ai déjà été à l'école, etc. Donc, c'est toi, qu'est-ce que tu veux, en fait, pour toi-même. Et ça, c'est vrai que je leur ai jamais parlé comme des bébés et que je leur ai toujours fait passer ce type de message. Et donc, les responsabiliser, c'est hyper important. Et après, tu les élèves, pareil. Je les élève exactement pareil. Donc, quand on débarrasse, c'est les garçons comme les filles, on range les chambres, c'est les garçons comme les filles. Si ma fille a envie de faire du foot, elle fait du foot. Bon, après, elle préfère la danse, mais si mon fils il a envie de faire de la danse avec ma fille parce qu'elle est en train de faire un spectacle de danse à la maison, il a envie de le faire, je l'encourage à le faire. Il y a pas on fait pas trop de distinction. Après, c'est vrai que j'ai quand même un garçon qui est très garçon dans l'opérationnel, la fille qui fait des transitions au boulot, dans le côté pratique des choses. Par contre, il est ultra sensible, tu vois. Et donc ça, je travaille énormément là-dessus parce que il a parfois honte de ses émotions, tu vois, il veut jamais qu'on le voit pleurer par exemple. Ça, je suis obligée toujours de lui dire que mais en fait on s'en fiche quoi. Enfin, il a envie de pleurer parce qu'il est ému par un truc ou il est vexé ou il est blessé, pas parce que c'est un garçon qui doit pas pleurer. Mais ça, tu vois, le problème c'est que toi tu fais un gros travail là-dessus et à l'école ça te force tout le truc. Parce que si à l'école il tombe et qu'il pleure, tout le monde va lui dire tu pleures, un garçon ça pleure pas. Donc c'est quand même chiant. Mais en tout cas, moi j'insiste vachement sur ça. Et pareil avec ma fille, qu'elle a autant de possibilités que son frère et qu'elle peut prétendre à autant de choses que son frère et pareil de lui donner vachement confiance en elle aussi quoi. Donc je les élève vraiment pareil. Et par rapport à la transmission, est-ce que tu penses que ton rapport à ta mère influe sur ton vécu de la maternité? Ouais, c'est sûr. En fait, ma mère, c'est plutôt une maman angoissée. Angoissée, pas maladif, mais je veux dire, oui, elle a tendance à quand même, elle est assez inquiète. Et moi, j'essaie de ne pas l'être. En fait, j'ai toujours essayé d'être à l'opposé de ça.
Mais en fait, malgré moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que ma mère dirait si elle voyait ça. Ou parfois, quand je suis un peu border sur un truc, je me dis bon allez, ça va. Non mais si ma mère, si jamais il leur arrive un truc, après ma mère va me dire que. Donc ça, je pense qu'en fait, il faut apprendre à vivre avec, mais en fait on peut pas, c'est l'héritage familial et culturel qu'on a. Tu vois, moi je suis dans un truc où la culpabilité c'est un truc hyper, enfin c'est un truc familial et hyper pesant sur les femmes. Bon bah j'essaye de travailler pour moi le gérer différemment, mais après je pense que tu peux pas te séparer, te détacher de ton héritage familial, c'est pas possible. Après par contre ce que je fais c'est que bah je l'exprime, tu vois, et parfois je dis à la mère non mais attends là t'exagères, j'ai pas envie de me culpabiliser pour ça, il y a pas de raison, etc. Et à côté de ça, elle a aussi une relation différente avec mes enfants que ce qu'elle a eu avec nous. Donc, puis ma mère, c'est quelqu'un qui est hyper présent dans notre vie et qui s'occupe énormément de nous, qui est hyper maternelle. Donc, c'est comme tout le monde, hein. Elle a ses super bons côtés et elle a ses petits défauts. Voilà. Donc, moi, j'essaye de composer avec ça pour être moi-même sans être trop influencée par le reste, quoi. Mais je pense que c'est dur quand même. Vraiment, c'est compliqué. Ouais. Et donc pour finir cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose en fait que t'aurais voulu qu'on te dise, est-ce que t'aurais voulu qu'on te prévienne de quelque chose avant que tu deviennes mère? Écoute, au départ, tu vois, sans réfléchir, je t'aurais dit oui, j'aurais voulu qu'on me dise que c'est pas si simple que ça, etc. Mais en fait, avec du recul, là, tu vois, je vois beaucoup l'inverse, c'est-à-dire que je vois beaucoup de femmes, de mamans qui justement communiquent à fond sur le fait que bah c'est pas évident, que c'est compliqué, et du coup, il y a une espèce de solidarité entre mères, etc. Non, je pense que donc je trouve ça hyper bien en fait qu'on arrive à communiquer sur les deux choses. Donc je peux dire oui, j'aurais peut-être voulu qu'on m'explique plus, en tout cas surtout au moment où tu deviens mère, que voilà, c'est pas forcément un nuage de bonheur, et ça m'aurait évité des angoisses et des remises en question, ça c'est sûr. Mais après je trouve que de toute façon c'est quand même quelque chose de formidable et c'est une expérience qui est génialissime, et je pense que ce qui est intéressant c'est de pouvoir partager ça avec plein d'autres femmes, et finalement tu te rends compte que on a des problèmes similaires, mais chacune est unique, chacune a son expérience, donc c'est très compliqué parce que tu sais, parfois tu te projettes, quelqu'un tu te projettes, ou tu te dis ah oui non mais elle a vécu ça, elle me l'a raconté, ça se trouve moi il va m'arriver pareil, et ça joue sur ta manière d'élever tes enfants, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut rester il faut avoir énormément confiance en soi et se dire qu'en fait personne d'autre que toi connaît tes enfants en fait, et personne d'autre que toi sait comment faire avec eux en particulier. Et donc t'auras beau lire tous les bouquins que tu veux, t'auras beau écouter tous les conseils que tu veux, etc. Il faut pas être influençable. Parce que voilà, c'est toi fais-toi ton propre avis et propre voilà, chemin, parce que ça je trouve ça insupportable. Les gens qui te disent ah mais tu devrais faire ci, ah mais tu devrais faire ça, ah mais moi mon fils dès que j'ai mis ça en place ça a super bien marché, et toi ça marche pas, donc en plus t'es hyper découragé. Tu te dis en fait c'est moi, c'est mon fils, c'est quoi, enfin en fait non, tu prends un peu de chez tout le monde, tu fais ta propre sauce, et surtout tu restes toi-même, tu t'inventes pas un personnage. Tu vois, moi j'ai lu pas mal de trucs sur l'éducation positive où on disait oui il faut pas crier, il faut pas ceci, mais moi je suis méditerranéenne en fait, je parle fort, oui je peux crier parfois, etc. Et de l'autre côté, je suis hyper affectueuse, tu vois, je couvre mes enfants d'amour, etc. Bon, bah, le truc, ça marche pas, tu vois. Il disait, alors, si votre enfant vous énerve, vous buvez un grand verre d'eau et vous pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous l'aimez. Et donc, bah, moi, franchement, quand je suis hyper énervée contre mon enfant, je pense pas à toutes les raisons pour lesquelles je l'aime. Je pense qu'il doit être puni, là, et qu'il m'énerve, et que c'est tout. Et c'est pas grave, bah, tant pis, tu vois. Oui, il faut faire son propre chemin, et voilà. Donc, c'est ça. C'est le plus important, c'est ça, je pense. D'accord. Bah, c'est une bonne, c'est un bon conseil. Bah, écoute, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Et, pour suivre Sarah, donc c'est sur Babbler, donc babbler.fr. donc ça c'est le site de Babbler, et sinon moi je suis sur Instagram, c'est babbler-rp, et moi je suis à Azan Sarah sur Instagram. Ok, super. Bah merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.